Bonjour, merci d'être là ce soir. Donc, l'objectif... Attends, je m'entends en écho, Patrick. C'est bon. Donc, l'objectif ce soir, c'est de vous présenter un cas concret en fait sur comment appliquer de la gouvernance sur la création de groupes Teams en utilisant, donc là j'ai mis Flow, c'est Power Automate, avec du Forms aussi, et surtout en utilisant le Microsoft Graph. Donc, agenda du jour, on va avoir une première partie en fait, très slide, sur pourquoi vouloir faire de la gouvernance avec les équipes Teams, en rentrer un petit peu dans le sujet de le cycle de vie des équipes Teams, quand la coquille, quand et pourquoi vouloir faire de la gouvernance, et une deuxième partie en fait où ça va être essentiellement de la démo. Donc un petit mot sur moi-même. Donc je suis Javan Roy, je suis architecte Modern Workplace. Je travaille actuellement en tant que consultant dans une ESN parisienne qui est INEAT. J'interviens depuis un peu plus de 13 ans maintenant en fait sur les technologies collaboratives Microsoft, et depuis ces dernières années principalement tout ce qui concerne Office 365 puis Microsoft 365, et par extension donc Azure et tout ce qui se rapporte à Azure, qui est en contact avec Office 365. Sans plus tarder, on va commencer par parler de self-service. Donc, bon, pas le self de la cantine, mais plutôt du self-service pour Office 365. Éclaircir un petit peu ce que c'est. Donc, le self-service pour Office 365, quand on parle de ça, on parle de la faculté que les utilisateurs peuvent librement créer. On verra après donc des groupes Office 365. J'en parle après pour la liaison en fait avec nos équipes Teams. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, comme on le verra dans une première partie, ça fait moins de charges en fait sur nos équipes IT, parce que les utilisateurs sont relativement autonomes. Par contre, ça apporte son lot de problématiques, notamment un risque de désorganisation de l'information et d'autres problèmes de gouvernance qui peuvent découler du fait de laisser les utilisateurs un petit peu livrés à eux-mêmes. Donc, moins de charges pour les équipes IT. En quel sens? Alors, généralement, dans une structure, dans une organisation plutôt large, on va avoir des process pour la mise à disposition des outils pour les collaborateurs, qui peuvent, dans certaines situations, être impactantes sur la capacité à être productif. Je prends un exemple concret, c'est voilà, il est 17h le soir, j'ai un document ultra urgent, assez volumineux à envoyer à un collègue qui se trouve à l'autre bout de la planète. Voilà, j'ai besoin d'un espace pour le stocker, j'aurais besoin d'un SharePoint, sauf que il va demander à l'IT, et l'IT en fait n'a peut-être pas le temps de réaction. Il y aura probablement des process derrière, il faut faire un ticket, il faut faire une demande, etc. Donc là, le self-service apporte une solution où le collaborateur n'est pas contraint à passer dans un process pour pouvoir créer ces outils dont il a besoin pour être productif, et il peut directement avoir à portée de main ce dont il a besoin. Alors, on va parler un petit peu de Shadow IT. La raison à ça, c'est que c'est l'une des raisons principales pourquoi Microsoft a mis en place les groupes Office 365, les équipes Teams, etc., ce qui vient avec, et le self-service. Donc, pourquoi d'une partie, le fait qu'on simplifie l'accès aux outils pour les collaborateurs, c'est éviter le Shadow IT. Alors, Shadow IT, je vais l'expliquer en 2 mots pour ceux qui ne le savent pas. Donc, voilà, donc Trello, Dropbox, WhatsApp, Slack, Gmail, Google Forms, YouTube. Voilà, toutes ces applications ont la particularité d'être des applications disponibles librement de tous, publiquement, j'ai envie de dire, et qui peuvent être créés par n'importe qui pour pouvoir être productif. Et généralement, quand on a cette barrière c'est un petit peu difficile d'avoir des outils dans l'organisation de manière rapide quand on en a besoin d'être productif avec ses collaborateurs, etc., on a cette facilité, entre guillemets, d'aller vers des outils libres. Et également, enfin voilà, entre parenthèses, il est possible que l'IT de l'organisation ne dispose pas des outils équivalents pour pouvoir fournir ce dont on a besoin pour pouvoir travailler. Donc la problématique de ça, c'est notamment que on peut être amené à y stocker de l'information qui peut être sensible. J'entends par là de la propriété intellectuelle de l'organisation, et commencer à avoir le problème on a de l'information qui potentiellement, si elle venait à être divulguée,
pourrait être dangereuse pour l'organisation. Je pense notamment dans le domaine financier avec des délits d'initiés, ce genre de choses. Traduction, si l'un de ces services venait à se faire hacker ou être compromis, déjà d'une, l'IT n'y pourra rien, parce que c'est complètement en dehors de leur périmètre, et de deux, on se retrouve avec de l'information sensible libre. Donc ça, c'est l'une des problématiques du Shadow IT. Bon, pour pallier à ça, pour éviter que qu'on ait une hémorragie des utilisateurs qui aillent vers des outils externes, donc Microsoft a essayé de combler ce vide en proposant donc, le self-service d'outils pour être productif pour mon équipe qui serait disponible facilement. Ça, c'est la première idée. Ensuite, donc, tout ça, tous ces outils-là étant cloisonnés dans, en l'occurrence Office 365, on va pouvoir y appliquer tout ce qui concerne toutes les options de sécurité qu'on va pouvoir avoir, notamment par exemple, je pense au bundle de licences Enterprise Mobility and Security qui vont nous offrir des fonctionnalités comme Azure Information Protection pour mettre en place de la protection sur nos documents, l'accès conditionnel pour voilà, l'authentification multifacteur ou le conditionnement d'accès à des outils en fonction de certains critères comme la compliance du device utilisé, etc. Donc là, ça, c'est ce qui va rassurer le responsable sécurité de notre IT et éviter justement, comme je disais, l'hémorragie d'informations qui se retrouveraient sur des supports qui ne sont pas gérés par l'IT et pour lesquels on ne peut rien y faire. Alors tout ça, c'est bien joli. Par contre, laisser la main aux utilisateurs pour être libres de créer librement des supports d'outils dont ils ont besoin, ça peut amener à certaines problématiques. Notamment la peur de perdre le contrôle sur l'information. Basiquement, l'IT est censé donner des guidelines de gouvernance et de stratégie à appliquer sur comment utiliser les outils, où stocker la documentation, etc. De manière générale. Après, ça rentre en détail après au niveau applicatif, il y a des cas spécifiques, mais de manière générale, l'IT donne les guidelines sur comment on doit utiliser les outils. Si aujourd'hui les utilisateurs en fait se mettent à créer différents groupes d'eux-mêmes, du coup on décentralise la manière de structurer l'information dans l'organisation et on peut, dans des cas extrêmes, aller vers une confusion des utilisateurs lorsqu'il s'agit de classifier leur information. Typiquement, on peut avoir deux personnes, deux chefs de projet affectés à un même projet qui se disent bah, tiens, moi je vais créer mon espace groupe Office 65 pour le projet et on se retrouve avec des clones un petit peu disparates qui amènent au problème suivant. On peut se retrouver avec des doublons. Donc, le scénario de deux chefs de projet qui ont chacun créé un groupe n'ayant pas communiqué au préalable entre eux, on se retrouve avec voilà, une difficulté à pouvoir classer son information. Donc ça, c'est on va dire la face visible de l'iceberg. Généralement, ce dont on a le plus peur, c'est on peut créer des groupes à tout va, ça va devenir un petit peu hors de contrôle. Et au bout d'un moment, ça risque de devenir vraiment problématique, notamment en termes de gouvernance, quand il va falloir administrer ça derrière et quand on vient ouvrir une demande de support à l'IT en leur disant j'ai un problème avec mon équipe Teams qui concerne le projet temps, oui, mais quel projet? Il y en a tellement des groupes Teams. Voilà. Ça peut être une des problématiques en fait qui peut intervenir. Donc c'est pas complètement sombre. Microsoft donne quand même des guidelines sur le cycle de vie des équipes Teams et donne des solutions. Aujourd'hui, on va en parler d'une en particulier. Donc, sur la ligne du haut, en fait, en termes de lancement de l'équipe Teams, on va avoir des leviers comme par exemple la possibilité de limiter la création des équipes Teams, c'est celui qu'on va voir juste après. On a des conventions de nommage, la classification des équipes et de manière plus importante, si ce sujet-là vous intéresse, je vous encourage à regarder tout ce qui concerne la stratégie d'expiration des groupes avec par exemple l'effacement automatique des groupes Teams qui sont inactifs. Et voilà. Donc ça fait partie des briques à mettre en place en termes de stratégie quand on met en place l'utilisation de l'outil Teams dans l'organisation. Pour éviter d'aller vers la dérive, surtout si le self-service est actif, ce sont des options vers lesquelles il va falloir se tourner. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est dans la première bulle, la possibilité de créer des équipes. Donc, le scénario que je vais vous montrer derrière, c'est le scénario d'une organisation en fait qui voudrait donc non pas aller vers le self-service, mais continuer à garder le contrôle sur qui crée des espaces, des équipes Teams ou des groupes Office 365
pour avoir un espace de travail avec ses collaborateurs. Bon, j'y viens juste après. Alors, qu'on soit clair, une équipe Teams, derrière, c'est un groupe Office 365. Et donc, ça a son sens. Je vais expliquer, je vais refaire une petite explication très rapide, sans rentrer dans le détail de ce qu'on a à l'intérieur d'un groupe Teams, parce que ça a tout son sens en fait derrière pour savoir comment on va réussir à limiter la création au niveau des utilisateurs. Donc, une équipe Teams, c'est un groupe Office 365. Et dans un groupe Office 365, on va avoir un ensemble d'outils. Donc, on va avoir un ensemble d'outils qui vont être liés entre eux par le fait qu'on va avoir une gestion centralisée des membres et donc des permissions d'accès aux différents outils de mon groupe. Alors, il y a un premier point à savoir, c'est que quand on crée un groupe Office 365, il y a un critère déterminant qui est le vecteur conversationnel qui va être utilisé pour le groupe. On a 3 options lorsque l'on crée un groupe. Le premier, c'est donc un groupe basé autour de la messagerie avec Outlook qui va nous fournir donc une boîte mail, un agenda pour le groupe. La deuxième option, c'est d'accès le conversationnel autour de Teams qui va nous fournir donc le chat, les actions sociales et les fonctionnalités d'annonce. Et la troisième option conversationnelle, ça va être c'est tout ce qui va être axé autour de Yammer avec du fil de discussion, encore des actions sociales et les fonctionnalités d'annonce. Quand on crée un groupe, on choisit parmi l'une de ces 3 options. Ensuite à ça, il va bien falloir qu'on stocke des documents quelque part. On va avoir un espace SharePoint qui va être automatiquement provisionné avec notre groupe fraîchement créé, qui va nous permettre d'avoir donc nos documents, un portail SharePoint pour peu qu'on veuille structurer de l'information et un OneNote qui sera provisionné à l'intérieur de la bibliothèque automatiquement en fonction de où on crée le groupe. Mais ça, c'est pas forcément très important. On va avoir également un canal stream qui va nous permettre de créer des chaînes et de pouvoir uploader nos vidéos qui sont relatifs à notre groupe, un groupe Forms pour les sondages et les questionnaires, un plan dans Planner, on s'est remarqué que les noms sont différents à chaque fois, pour les tâches et les Kanban, pardon. Et enfin, un Workspace Power BI dans lequel on va avoir nos dashboards et nos rapports. Alors, tous ces outils sont provisionnés automatiquement à partir du moment où on crée le produit depuis un de ces nœuds. Et c'est pour ça que je disais que ça va être un petit peu important un petit peu. Ce qui veut dire que si je crée un groupe à partir de Outlook, pardon, je vais automatiquement avoir un SharePoint, un Workspace Power BI, un plan, un Forms, etc. Idem depuis les autres espaces. Si je crée un groupe Office 35 à partir de Planner, ça va me provisionner automatiquement tous les autres assets. Et pour le conversationnel, ce sera Outlook par défaut. Ça. Voilà, sujet à part. Et donc, pourquoi ça, c'est important on va vouloir appliquer de la régulation sur la création des groupes Office 365. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir appliquer, en tout cas bloquer la création des groupes, il n'est pas possible à l'heure actuelle en fait de le faire individuellement pour un produit donné. C'est-à-dire que quand on met en place le blocage de la création des groupes, ça s'applique sur l'intégralité du tenant et sur l'intégralité des workloads liés au groupe Office 365. Donc Outlook, SharePoint, Yammer, Teams, StaffHub, Planner, Power BI et Roadmap pour peu que vous ayez les licences. Voilà, donc ça c'est un des points importants. Ensuite, deuxième étape pour aller vers de la régulation sur la création des groupes et des équipes Teams, c'est de mettre en place donc un processus de validation de création de manière très basique. On fait une demande, on la valide, et si ça fonctionne, hop, on a créé un groupe. Donc ce rôle-là, on va le voir après, c'est le rôle de Power Automate qui va nous aider en fait à justement séquencer toute l'action de validation et de création. Et j'utiliserai dans cette démo Forms pour Microsoft Forms qui va nous servir à faire le formulaire de demande. Donc, voici basiquement ce que je vais présenter ensuite, qui est mon workflow de création d'équipe Teams, qui reste assez basique. Donc, je disais une saisie de demande. On va envoyer une demande par mail pour faire valider par un responsable. S'il la refuse, on va envoyer un mail de refus et puis terminer notre workflow. Et en cas d'approbation, donc on va créer notre équipe. Et après, donc il y a deux
de deux aspects dont je reviendrai vers la fin de la démo après, qui sont par exemple de créer l'équipe et de tout de suite en fait choisir si elle va être publique ou privée et d'autoriser ou non par exemple le fait de pouvoir inviter des guests, qui nous sera utile par exemple si on veut créer des équipes, par exemple privées, pour lesquelles on interdit l'ajout d'externes, comme par exemple des équipes qui seraient créées pour des informations confidentielles de direction, etc. Alors, pour la gestion de la validation, donc je vais utiliser la tâche d'approbation assez simple qui se fait par mail. On verra ça ensemble. Pour les envois de mail, j'utilise la fonctionnalité d'envoi de mail incluse à l'intérieur de Flow. Et parenthèse donc, spécifique relatif aux étapes de création et de modification des groupes, on va utiliser une fonction en fait qui s'appelle HTTP, qui va nous permettre en fait d'interroger un service API distant. Et c'est ici en fait qu'on va s'appuyer sur le Microsoft Graph pour pouvoir justement créer notre équipe Teams, notre groupe Office 365, et aller le modifier après. Alors, une particularité, c'est que cette fonctionnalité fait partie des connecteurs premium, ce qui veut dire que c'est soumis à licence et qu'il vous faudra une licence supplémentaire par rapport à ce qui est inclus de base dans les licences Office 365. Dernier point, avant de me lancer dans la démonstration, c'est une partie de ce que je vais présenter est encore actuellement en preview. Je mentionnerai en fait ce qu'il est, ce qui veut dire que Microsoft n'a pas encore totalement finalisé la fonctionnalité et qu'elle elle est sujette à modification éventuellement dans l'avenir. Voilà. Donc je rentre tout de suite dans la démo. Donc première partie de ma démo. Je vais juste reprendre ma petite fiche. Donc première partie de démonstration, ce qu'on va vouloir faire, j'espère que mon écran se voit bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre en place la restriction de création des groupes. Donc, je vais vous montrer pas à pas concrètement comment on met en place ces actions de manière très très simple et en quelques minutes, comment on paramètre d'une part la restriction de création des groupes et ensuite comment on va créer notre flow. Alors, je ne vais pas m'amuser à recréer toutes les étapes, je vais en importer un qui est déjà fait, que je pourrais vous mettre à disposition. Et ainsi de suite. Donc, première étape, c'est je vais vouloir appliquer de la restriction sur la création des groupes. Alors pour ça, donc, je vais aller dans Azure Active Directory, je vais aller créer un groupe et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour la simple et bonne raison que quand on veut conditionner la création de groupes Office 365, on va l'interdire pour tout le monde, sauf pour un groupe de sécurité. Donc la première étape de ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc un groupe de sécurité des gens qui seront autorisés à créer des groupes dans mon tenant. Qu'est-ce qui me... Hop. Donc, je crée un groupe que je vais appeler Allow Group Creation. Alors, l'effet démo, comme bien sûr. Alors, me dites pas que les serveurs sont surchargés à cette heure-ci. Hop. Voilà. Là, j'ai bien mon groupe qui a été créé. Je vais aller mettre donc mon utilisateur administrateur avec lequel je suis connecté. Donc, il y aura au moins lui qui pourra créer des groupes. Voilà. Et ensuite, je vais donc prendre une autre session qui est une session utilisateur. Donc là, je suis connecté avec un utilisateur qui est en l'occurrence Megan, avec qui, si je vais donc actuellement, que je n'ai encore rien activé, si je vais sur créer un groupe, j'ai bien ma tuile avec créer une équipe. Donc pour désactiver ça et dire que c'est uniquement les membres de ce groupe qui sont autorisés à créer des groupes, il y a un petit script qui est disponible, celui-là je ne l'ai pas écrit moi-même, il est disponible en fait dans la documentation de Microsoft, qui basiquement dit, voilà, donc le nom de mon groupe, Allow Group Creation, et je vais indiquer un peu plus tard dans mon script, lui dire, voilà, ça c'est le groupe de sécurité qui est autorisé à créer des groupes, et j'ai un Allow Group Creation égale false, qui est le paramètre en fait que je vais donner à
mes settings de tenant pour lui dire bah, je n'autorise pas la création automatique groupe en self-service. Ça, je vais l'exécuter. Hop, hop. Je dois m'authentifier avec mon administrateur, avec le mot de passe qui va bien. Voilà. Et donc là, si je regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici en sortie de mon script, j'ai bien donc group creation allowed. Ici, j'ai l'ID du groupe que je viens de créer ici derrière. Hop, overview. Hop, voilà, j'ai le même ID ici. Ça, c'est le groupe des utilisateurs qui est autorisé. Et je vois bien que group creation, enable group creation est à false. Et donc ça, je peux aller le vérifier tout de suite avec mon utilisateur Megan. La page. Hop, créer ou rejoindre une équipe. Voilà, donc je n'ai plus cette tuile de création de groupe. Et ça, je pourrais aller vérifier en fait à travers tous les différents workloads de groupe. Je n'ai plus la possibilité de créer un groupe. Donc me voilà bien avancé parce que maintenant, mes utilisateurs ne peuvent plus créer de groupe. Donc il va bien falloir mettre un process de demande de création de groupe. Alors pour ça, donc, je vais prendre mon utilisateur Megan. Je vais aller donc dans Power Automate et je vais vous montrer en fait donc comment mettre en place un process de création de groupe. Donc, avant de commencer, je vais avoir besoin, comme je le disais, d'une identité pour pouvoir interagir avec le Microsoft Graph. Donc, pour ça, je vais devoir faire à nouveau appel à mon administrateur, pour qui je vais demander une identité applicative qui va être autorisée à agir sur mon tenant en tant qu'administrateur pour pouvoir administrer mes groupes. Donc, pour ça, je vais déclarer une première application pour lequel je vais dans donc, Azure Active Directory, App Registration. Je vais déclarer une application qu'on va appeler donc, iOS Demo, que voici, et pour lequel donc j'ai déclaré une application. Pour le moment, elle ne fait pas grand-chose à part me permettre d'authentifier des utilisateurs. Donc, je vais noter quelques petites informations qui vont me servir après, comme notamment l'ID de l'application. Ici, je vais avoir un petit notepad qui doit être tout prêt pour ça. Et je vais à cette application déléguer des permissions. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ça? Pour la simple et bonne raison qu'on va utiliser tout à l'heure des fonctionnalités du graphe qui vont être créer une équipe Teams pour lequel on a besoin d'avoir de la permission de créer des groupes. On va également modifier des groupes pour lesquels il faut un petit peu plus de permissions, etc. Vous avez compris l'idée. Donc, rapidement, on va sur l'interface de gestion des API. On va déléguer des droits à cette application qu'on est en train de créer. On va lui dire qu'elle a le droit de faire des choses dans le graphe en tant qu'application. Et on va donc rapidement mettre directory. Donc directory read et directory read write. Et il y en a une deuxième qui est... hop. J'aurais pas dû le fermer. Voilà, ces deux-là. Et dernière qui est user. User read all. Voilà. J'ai normalement toutes mes permissions requises pour mon application. Alors, point spécifique, comme ce sont des permissions relativement élevées qui permettent de faire des choses de niveau administrateur au niveau du tenant, elles ne sont pas ajoutables directement par un utilisateur lambda. Un administrateur doit approuver le fait que c'est une application qui est autorisée à agir sur ces méthodes du graphe. Donc, on a un consentement d'administrateur à donner. Une fois que ça c'est fait, donc on a une application qui a le potentiel de pouvoir appeler ces méthodes-là, de faire ces actions-là sur le graphe. Maintenant, il nous reste une dernière étape qui est de gérer une clé secrète qui est l'équivalent d'un mot de passe pour mon application. Donc, je vais dans Certificate and Secret, je crée un nouveau secret. Hop, voilà, donc, et me voici avec un mot de passe relativement compliqué que je vais également noter et qui va me servir juste après à l'intérieur de mon flow. Voilà, globalement, ça, c'est comment on crée une application qui va permettre à notre flow d'effectuer des actions sur notre tenant. Voilà, donc je peux fermer l'administrateur parce que lui, j'en ai plus besoin.
Et on va passer à donc, Megan qui va vouloir mettre en place un workflow pour pouvoir créer des groupes. Donc, pour ça, je vais aller dans Flows et je trouve que je vais importer un flow qui est déjà créé, qui va servir pour la démo. Et on a donc voilà, notre démo. Donc là, je vais vous détailler ce qui est à l'intérieur de ce flow Power Automate, pardon, une fois qu'il aura fini de charger. Donc, créer en tant que nouveau, et j'ai un certain nombre de connecteurs que je dois lier avec des connecteurs que j'ai déjà préparés en avance pour pouvoir effectuer des actions comme approuver, envoyer des approbations, envoyer un mail, ou retrouver des utilisateurs à l'intérieur de mon tenant. Donc, au bout de quelques instants, j'ai mon flow qui va être chargé dans ce tenant en fait, que j'ai créé pour l'occasion de cette démonstration. Voici. Je retourne dans mon flow et j'ai actualise. Voilà. Donc là, j'ai process, teams, requests, and forms. Donc, nous voici avec notre flow qui basiquement contient les différentes étapes de création de mon équipe. Alors, la première étape a besoin d'être liée à un formulaire. Donc, fort bien. Donc, c'est ce par quoi on va commencer. Donc, je vais créer un formulaire Forms très basique. Alors, après, vous pouvez être créatif. Ça peut très bien être un formulaire Power Apps ou toute autre source qui permet de saisir des informations. Alors, je vais rester relativement simple. Donc, la première fois, on va faire un nouveau formulaire qu'on va faire appeler à... Oula, j'y arrive plus. AOS demande. Aïe, demande de création d'équipe Teams. Et on va rester relativement simple. On va dire nom de l'équipe. Et on va simplement mettre description. Alors, les rendre obligatoires, ça peut être utile. Et parce que je suis un peu coquet, tiens, on va choisir un thème. Voilà, hop, en quelques secondes, donc, on a créé notre formulaire de demande de création qui est enregistré. Si je retourne dans mon flow, je vais edit. Ici, je vais avoir mon formulaire que je viens fraîchement de créer. Tout à l'heure, j'avais pris note des informations d'identité qui vont me servir pour me connecter au graphe. Donc, je vais remplir très rapidement ces informations. Je vais vous expliquer juste derrière quoi fait quoi. Et mon secret. Et voici. Donc, on va détailler qu'est-ce qui se passe ici. Donc, lorsque j'aurai reçu une soumission de mon formulaire, ça, ce sont des initialisations de variables que je vais pouvoir réutiliser derrière à l'intérieur de mon flow. Je vais avoir une première étape en fait qui va récupérer les réponses de mon formulaire et qui va les stocker après dans la liste des variables dynamiques qu'on peut récupérer et utiliser à travers le flow. J'ai une étape qui va ensuite me récupérer, basé sur le email de la personne qui a soumis le formulaire, me récupérer un profil Office 365. Ça va me servir après pour pouvoir composer une demande d'approbation pour notamment récupérer le nom de l'utilisateur qui a fait la demande. Par exemple, la demande a été émise par cet utilisateur. Cette variable-là, je la récupère à travers cet objet-là. Ensuite, donc, pour les besoins de la démonstration, je vais affecter en dur à qui c'est assigné, je vais l'affecter à moi-même. Mais derrière, on peut très bien imaginer rajouter des étapes supplémentaires pour, par exemple, récupérer un manager ou, par exemple, mettre une entité qui serait en charge, une entité IT qui serait en charge d'approuver ou refuser les demandes de création d'équipe Teams. Ensuite, derrière, je peux éditer le contenu de mon mail. Donc là, j'ai l'assistant dynamique qui me permet de récupérer des choses qui sont saisies dans le formulaire. Alors, je vais prendre depuis le formulaire répondu par l'utilisateur. Par exemple, voilà, le nom de l'équipe. Alors, si je le mets au mode endroit, ça marche mieux. Donc, le nom de l'équipe et on va remettre la description.
Voilà. Et ensuite, une fois que la demande d'approbation a été émise, je vais lire qu'est-ce qui ressort de cette demande d'approbation. Je vais récupérer une variable qui s'appelle outcome qui est générée par ça et dans laquelle je vais voir si l'utilisateur a approuvé la demande, je vais choisir dans quel canal je passe. Dans le cas de refus, ça va être relativement simple. Je vais avoir un envoi de mail et dire votre demande a été refusée, etc., etc. Demande pour l'équipe Teams. Et dans le cas de l'acceptation, c'est la partie qui va nous intéresser puisque c'est là qu'on va interagir avec le graphe. Alors, le Microsoft Graph, en fait, fonctionne sur de l'authentification au hôte. Basiquement, pour vulgariser, je vais avoir une première requête dans laquelle je vais envoyer mes identifiants de tout à l'heure pour récupérer un token qui me servira après pour faire tous les dialogues que j'ai besoin de faire avec le Microsoft Graph. J'ai une première partie qui utilise donc cette fameuse action HTTP qui est disponible dans Flow Premium, qui me permet de requêter directement l'URL de récupération de token et de stocker ça dans une variable. Donc après, il y a un petit peu de tuyauterie à faire, puisqu'on récupère une donnée brute et on a des actions après à l'intérieur de Flow qui nous permettent de formater le retour et de récupérer l'entête qui est notre token qu'on pourra ensuite ici, access token, renvoyer directement au graphe par la suite. Ce que j'ai ouvert ici, donc, c'est l'action principale qui crée le groupe Teams. Donc là, on appelle directement le graphe de Microsoft en utilisant une API bêta pour le coup. Je vous ai dit tout à l'heure en fait que certaines des actions sont bêta. Donc l'action de création des équipes Teams est en bêta. Donc, elle devrait apparaître, mais complètement fonctionnelle, devrait apparaître plus tard cette année, j'imagine. On passe un certain nombre de paramètres à cette fonction en lui donnant notamment, si je ressors, ah oui, ça apparaît plus bas, mais donc si je lui donne par exemple ici, je vais envoyer en paramètre, je vais dire voilà le nom de l'équipe qui est à créer, donc là je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre ce qui a été mis à l'intérieur du formulaire, et la description, pareil, la description qui est portée par le formulaire. Ensuite, une autre particularité, c'est je dois donner qui est le propriétaire de l'équipe Teams qui est en train du groupe Office 35 qui est en train d'être créé. Donc là, pareil, c'est un argument et j'utilise donc l'ID de l'utilisateur, ID que j'ai récupéré, pour rappel, en faisant ma demande ici un peu plus haut, en me basant sur le mail de la personne qui a soumis la réponse. Et voici, basiquement. Cette action après est envoyée au graphe. Donc, par défaut, là, je crée le groupe avec la visibilité privée. Je vais montrer un peu après comment faire différemment. Et une fois que ça c'est fait, j'envoie un mail de confirmation à la personne qui a demandé la création du groupe et en lui disant votre demande d'équipe a été créée avec succès. Donc, avant de faire une démonstration de comment ça s'exécute, je vais vous montrer ici. Donc ici, je suis sur un autre tenant où j'ai basiquement la même chose, mais avec un petit peu plus d'informations. L'idée était de ne pas surcharger en fait la première partie de comment on modifie le flow. Mais basiquement, j'ai quelques étapes supplémentaires ici qui sont notamment après la création du groupe. J'ai récupéré donc l'information avec l'identifiant unique du groupe que j'ai parsé. Chose importante, c'est j'attends un certain laps de temps avant de faire des modifications sur le groupe. La raison à ça, c'est que je vais vouloir attendre que Microsoft termine de provisionner correctement le groupe Office 365 avant de pouvoir modifier ses options. Sinon, ce sera en échec. Et donc, je disais tout à l'heure, je veux notamment agir, par exemple, sur le niveau de visibilité du groupe, le fait qu'il soit public ou privé. Donc ça, pareil, c'est un appel au graphe toujours dans la même idée de ce qui a été fait un petit peu plus haut, en passant toujours le même token qu'on a récupéré dans la première étape d'interaction avec le graphe, en lui disant ce groupe-là, avec l'ID qui est récupéré plus haut, ici je l'ID de mon groupe, le groupe, cet ID-là, visibilité devient publique. Et comme elle avait été déjà créée privée par défaut, si jamais en fait l'utilisateur a choisi privé, finalement j'ai pas besoin de refaire un appel au graphe. Et dernière action, mais pas des moindres, c'est le fait d'autoriser ou non l'invitation d'utilisateur invité au tenant
dans le groupe, qui peut avoir tout son sens quand on veut appliquer de la sécurité dans notre gouvernance au niveau de qui a accès à quoi en fonction du niveau de criticité de l'information. Je vais avoir donc pareil, 2 appels équivalents. Basiquement, à gauche et à droite, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est le vrai-faux que j'envoie ici, selon si j'autorise ou non l'invitation des guests. Mais c'est basiquement un appel au graphe. Ça, c'est pas en preview. Donc ça fonctionne. Et dernière étape, donc mon envoi de mail avec notification pour dire que votre groupe a été correctement créé. Alors, je vais vous montrer en détail donc, comment ça se déroule pour un utilisateur. Donc, j'ai ici mon formulaire. Forms, que j'ai créé exactement de la même manière que ce que je vous ai montré juste avant, en quelques instants. Donc là, je vais faire voilà, une AOS démo. Ma description. Je suis très description inspiré aujourd'hui. On va dire que mon groupe, par exemple, est privé et je vais autoriser les guests, oui, voilà. Et donc, je vais donc soumettre ma demande de création. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, le petit test avant. Je vais recevoir donc dans quelques instants un mail me demandant d'approuver la demande de création de mon équipe, de mon équipe Teams. Si la démo est avec moi. Hop, le temps de lui laisser traiter l'information, je vais aller. Ah, la demande est arrivée. Donc j'ai reçu ici mon mail d'approbation pour la création de mon équipe Teams avec toutes les informations qui me sont nécessaires pour valider ou non la création de ce groupe. L'idée derrière étant que, en tant qu'approbateur de création de groupe, je puisse réguler qui a créé un groupe pour quel usage. Ici, je vois l'utilisateur a demandé la création d'une équipe Teams avec ce nom-là, cette description, avec ces options éventuellement de paramétrage sur mon groupe. Alors, avant d'approuver ou de refuser la demande, je vais rapidement regarder. Ici, je suis connecté donc, en tant que Megan. Ce que je vais vous montrer, c'est que je n'ai pas encore mon groupe qui est créé ici. Et à partir du moment donc, où je donne ma raison, je dis tiens, ça c'est une super idée de créer un groupe pour cette raison-là. Hop, soumettre. Et automatiquement, en quelques instants, j'ai mon groupe qui va être créé, voilà, donc AOS démo, qui va être automatiquement provisionné avec les options en fait que j'aurais définies. Ici, j'ai voilà, mon groupe qui est créé de manière privée. Alors tout à l'heure, je parlais en fait de créer des groupes avec visibilité, pardon, pas avec visibilité, avec la possibilité d'inviter ou non des utilisateurs invités. Alors, je vais vous montrer comment ça se traduit ici directement. Hop. Sur 2 équipes que j'avais créées au préalable, une avec l'option et l'autre sans. Hop, général, fichier, ouvrir dans SharePoint. Le réseau est un petit peu long aujourd'hui. Voilà. Alors, je ne me souviens plus lequel quoi, mais ici, donc, si je vais dans ajouter des membres, c'est celui-là, et je fais la même chose dans l'autre. Voilà, vous voyez la différence entre les deux, c'est que j'ai dans un cas la possibilité de n'inviter que des gens qui sont internes à mon organisation, et dans l'autre, j'ai la possibilité d'inviter des gens qui sont internes plus hors de mon organisation, c'est-à-dire qui sont des guests. Voilà basiquement. Et ça résume dans l'ensemble mon approche pour automatiser la création des groupes Teams, en ayant d'une part bloqué les utilisateurs pour ne pas qu'ils puissent créer des groupes par un autre moyen que de passer à travers le formulaire de création. Oups. Bloquer mes utilisateurs pour ne pas qu'ils créent par un autre moyen que mon formulaire de création, et également en fait pouvoir contrôler qui crée quoi en ayant justement ce mécanisme d'approbation. Dernière étape, c'est mon fameux mail de confirmation me disant que mon équipe AOS-D- a été créée avec la description le commentaire de la personne qui a approuvé, et voilà. Voici globalement, donc je retourne à mes slides. Voici globalement ce qui résume ma présentation sur mon scénario d'utilisation de la gouvernance sur la création des équipes Teams. Je peux prendre à ce stade-là quelques questions s'il y en a.
Alors, je ne sais pas si je les verrai, parce que moi, je ne vois pas le chat, Patrick. Sinon, Oui, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais belle démo, merci Javan. pas de souci. Bonjour. Oui. Si vous me permettez, je voudrais poser une question. Par contre, je me trouve que j'ai pas l'accès au message. Si je peux la poser par micro, ça dérange Oui, pas? bien Oui, sûr. oui. Oui, bien sûr. D'accord, super. Déjà avec vous, Othman Bazaz, je représente la société D90 au niveau Maroc. Quand j'ai deux questions, si vous me permettez. La première question, elle est liée au formulaire de saisie, le formulaire de la création des équipes au niveau de Forms, celui que Oui. nous avez montré. C'est ça. La dernière question, c'est la possibilité d'accepter, oui ou non, des invités. À Oui. titre d'information, je pense qu'on a effectivement la possibilité de les accepter ou non au niveau du tenant. Est-ce qu'on a Oui. même le deuxième niveau, c'est-à-dire les accepter même au niveau des équipes? Alors, l'invitation des invités repose sur Azure Active Directory B2B, qui permet d'inviter des utilisateurs externes à utiliser leur identité propre extérieure à l'organisation dans notre Azure Active Directory, qui est lié à notre Office 365. Là, en l'occurrence, ce que j'ai montré, c'est la possibilité d'interdire l'invitation d'un utilisateur qui est guest, donc dans notre Active Directory, à l'intérieur de notre équipe Teams. Le use case derrière ça, c'est on peut imaginer un groupe de board direction dans lequel on ne veut surtout pas que quelqu'un qui soit propriétaire de l'équipe Teams puisse par erreur inviter quelqu'un qui soit guest à l'intérieur de cette équipe Teams. D'accord. Parce que si on l'active pas au niveau du tenant, au niveau des paramètres Microsoft 365, si on n'active Mhm. pas l'accès pour les externes ou bien pour les invités, est-ce qu'on a toujours la possibilité de le faire ici? Ah bah, alors, on peut créer l'option, mais ça n'aura pas de sens. Si au niveau du tenant, on a bloqué l'invitation des externes, oui, forcément, on ne va pas pouvoir les inviter à l'intérieur des équipes Teams. D'accord, super. J'ai eu la réponse pour la première question. Est-ce que je peux poser rapidement la deuxième question? Je vous en prie. D'accord, super. Merci. Je vous remercie déjà pour la représentation, mais quel que soit pour vous, Monsieur Javel, même Monsieur Patrick. Ma dernière question rapidement. Euh, Au niveau de Teams, la question et la liaison avec la création des équipes au niveau de Teams et la création des groupes au niveau d'Office 365. Soit disant, j'ai un certain nombre de chefs de projet. Chaque chef de projet, il gère un projet avec certain nombre d'employés. Est-ce que je peux donner à l'ensemble de ces chefs de projet la possibilité d'inviter des membres à leurs équipes, sachant que je me trouve parfois au niveau de 3 projets qui contiennent les mêmes membres. 3 projets qui contiennent les mêmes membres. Est-ce que je peux donner à ces chefs de projet la possibilité d'inviter les mêmes membres en masse, sans avoir besoin de faire l'invitation un par un au niveau de Teams? Genre de créer un groupe au niveau d'Office et leur donner la possibilité de récupérer que les membres de ce groupe-là. Alors, la gestion des membres à l'intérieur d'une équipe Teams, elle se fait de manière nominative, hein. Il n'y a pas la possibilité d'inviter un groupe, ce qui est dommage dans certains scénarios comme celui-là. Je pense qu'une piste pourrait être de créer une équipe Teams et ensuite de créer des canaux par projet. Si ce sont les mêmes membres à chaque fois, ça permettra de réutiliser la liste des membres directement sur les canaux. Merci pour la proposition. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Patrick, tu Euh, voulais peut-être arrêter l'enregistrement, je réalise. non, non, c'est bon, je vais dire merci à tous, bonsoir à tous, et puis j'arrête l'enregistrement.